Francisco Ferré, donc c'est moi qui reste, puisque alors Juan Francisco Ferré nous a à la fois simplifié la tâche et compliqué un peu d'une certaine façon, puisqu'il a choisi 3 romans du même auteur, Guillermo Cabrera Infante, qui est, qui est peut-être un des plus grands auteurs cubains contemporains. Donc Guillermo Cabrera Infante est né en 1929, il est mort en 2005. Donc il est né de parents communistes, il est devenu journaliste quelques années avant la révolution cubaine. Il écrivait surtout sur la littérature et le cinéma. Il a été emprisonné 2 fois sous le régime Batista, donc avant 1959, et en 1959 la révolution le place à la tête de l'Institut du cinéma et d'une grande revue littéraire cubaine. Et puis ensuite il y a Disgrâce, il y a Fâcherie. Il végète de 1962-1965 comme attaché culturel à Bruxelles, avant de quitter Cuba et de publier son premier roman en 1966, donc alors qu'il est déjà exilé. Alors juste une chose, parce que par rapport à de nombreux autres Cubains de l'exil, la littérature de l'exil, Cabrera Infante, c'est pas un opposant viscéral au régime castriste. Il a un énorme regret, une vraie revendication sur l'esprit de sérieux mortel, sur la corruption rampante et sur le manque de liberté, mais il n'a jamais renié la révolution elle-même, ni les horreurs de la dictature Batista. Il n'est pas devenu un anti-castriste, c'est juste quelqu'un qui pense que c'est un régime qui s'est fourvoyé et qui a fait plein de conneries, mais sur le fond, il ne regrette pas la révolution. Alors donc son 3 tristes tigres de 1966, 3 tristes tigres, donc à part un terrible exercice de prononciation, qu'est-ce que c'est? Alors comme les mousquetaires, ils sont en fait 4, un écrivain, un acteur, un photographe et un musicien, et ils sont associés à un mystérieux 5e larron qui est surnommé Boustrofedon. Alors ils se mettent à 4 donc pour dire la Havane des années 50, son ambiance, ses bars, ses musiques, ses soirées enfumées, jusqu'au petit matin, sa misère, ses touristes américains conquérants et méprisants, ses oppressions économiques et sociales. Ils sont 4 pour errer, pour se chercher, et peut-être ou pas se trouver, à ces âges encore jeunes, mais plus adolescents, où l'on rêve de se forger un destin individuel, mais où l'on pense et on sent le besoin, si on a un peu de cœur, d'une aventure collective. Alors ils sont surtout 4 pour mettre en scène autour de Boustrofedon, ce mystérieux personnage central, les 2 véritables héros de 3 tristes tigres, que sont le langage et la littérature. Alors, le langage, parce qu'il y a une très grande admiration chez Cabrera Infante pour Joyce, à qui il a souvent été comparé. Il y a une volonté d'échantillonner très largement, le plus largement possible, l'ensemble des composantes dialectales, argotiques ou régionales de l'espagnol cubain, en profitant des acrobaties que lui permet sa trame narrative, dans laquelle, autour des narrateurs principaux, il y a de très nombreux narrateurs occasionnels qui virevoltent, et la figure de Boustrofedon, bien sûr, qui est un personnage qui, largement par accident, a voué sa vie au jeu de langage quasiment oulipien. Et donc le langage et la littérature, parce qu'au fond c'est d'elle dont il s'agit de tout au long, et singulièrement de l'apport de la littérature, donc ça rejoint ce que disait Jérôme à partir d'un choix de Pierre-Olivier Sanchez cette fois, ça rejoint sur la question du rapport de la littérature et de son apport au réel et à l'action. Alors, dans le texte, les références cachées, qu'elles soient assez visibles ou plus discrètes, sont innombrables. Et puis, il y a ensuite des mécanismes qui commencent à s'accumuler. Donc, il y a le même récit de la visite d'un couple de touristes américains qui est repris 3 fois. Donc, les 2 personnages racontent 3 fois, donc 6 fois au total, la même visite, mais avec des tonalités différentes. Et ce n'est pas seulement un immense clin d'œil à Rashomon ou à la question effectivement des points de vue sur le même fait objectif. Est-ce qu'il existe ce fait objectif? C'est aussi toute l'impossible réalisation d'une relation exacte du fait des limites du langage de chacun qui sont mises en exergue. Et de même, alors, avec un brio monumental, le récit de l'assassinat de Trotsky au Mexique est repris 7 fois en pastichant 7 grands écrivains cubains du XXe siècle. Donc, ça c'est vraiment 2 exemples de la variété de toutes les choses qu'il met en fait dans ce roman. Donc il disait lui-même que c'est pas un roman, c'est une mosaïque de tout ce qu'on peut faire avec la littérature. Et ça, c'est pas lui qui le disait, donc c'est plutôt la critique, lorsqu'on a l'imagination et du talent, parce que c'est pas tout justement de faire une mosaïque, encore faut-il que ça donne quelque chose, et là, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi un extrait. Alors, il n'y a pas tellement de textes qui sont représentatifs, puisque là aussi, on est très en mosaïque, donc il y a beaucoup de styles différents. Donc tant qu'à faire, j'en ai choisi un qui est une des parodies d'un des auteurs cubains pour raconter l'assassinat de Trotsky. C'est José Martí, dont ceux parmi vous qui étaient peut-être... à la soirée littérature antillaise il y a quelques temps ici se souviennent donc que c'est quasiment le père de la littérature cubaine et qui est quelqu'un qui avait à la fois beaucoup d'humour et un certain côté un peu grandiloquent. Une soirée à retrouver sur notre site internet. Elle y est déjà? Ah oui, absolument. Donc à la manière de José Martí, titré « Les petits coups de hache de rose ».
On raconte que l'inconnu ne demanda pas où l'on mangeait ou buvait, mais où était la maison fortifiée. Et sans secouer la poussière du chemin, il se rendit à sa destination, c'est-à-dire l'ultime refuge de Léon, fils de David Bronstein, le vieil éponyme, prophète d'une religion hérétique, messie et apôtre et hérétique tout à la fois. Le voyageur, le rusé Jacob Mornard, s'approche avec sa haine magnifique du destin remarquable du grand Hébreu, au nom en pierre de bronze et au noble visage fulgurant de rabbin rebelle. Ce vieillard biblique avait un regard lointain et comme de presbyte, le geste de l'homme antique, le sourcil sévère, et ce tremblement dans la voix qui révèle les mortels que le fatum destine aux éloquences profondes. Le futur assassin avait un regard trouble et la démarche incertaine de la malveillance, des ébauches jamais complétées dans l'esprit dialectique du Sadducéen, l'empreinte historique d'un Cassius ou d'un autre Brutus. Ils furent bientôt maîtres et disciples, et tandis que le noble amphitryon oubliait ses soucis et sa prudence, et laissait l'affection ouvrir une brèche de feu d'amour jusqu'à son cœur autrefois gelé de retenue, dans l'air creux et comme de noire nuit que portait le pervers à la gauche de son sein, se nichait, sinistre, lent, tenace, le foetus de la trahison la plus ignoble, ou de vengeance maligne, car il y eut toujours, dit-on, au fond de son regard, comme une secrète offense contre celui auquel, avec une simulation achevée, il disait parfois maître, avec la majuscule des grandes rencontres. On les vit souvent ensemble, et bien que le brave Lev Davidovitch, ainsi pouvait l'appeler maintenant, celui qui en réalité déguisait son nom de mercadaire sous des lettres de créance mercantile, multiplia les précautions, car il ne manquait pas, comme dans la tragédie romaine d'autrefois, le mauvais augure, l'éclair révélateur des prémonitions ou l'éternelle habitude de la méfiance. Il accordait toujours audience seul à seul aux visiteurs taciturnes, et parfois, comme en ce jour funeste, suppliant et solliciteur. Il portait dans ses mains livides les papiers trompeurs, et sur son corps céruléen et maigre et tremblant, un Macfarlane, qui l'aurait dénoncé ce soir de canicule à un regard plus soupçonneux. La méfiance n'était pas le fort du révolté non plus que le doute systématique, la malveillance n'était pas dans ses habitudes. Au-dessous, la crapule portait un ciseau traître, l'herminette magnécide, la hache, et plus bas, son âme de hallebardier effectif du nouveau tsar de Russie. L'hérésiarque examinait confiant les prétendues écritures, quand l'autre assonna son coup perfide, et la hallebarde acérée alla se planter dans la noble tête neigeuse. Un cri retentit dans l'enceinte claustrale, et voilà qu'accourant les sbires, Haïti n'avait pas voulu envoyer ses noirs éloquents, dans la hâte et l'ardeur de l'arrêter. Ne le tuez pas, a encore le temps de dire l'hébreu magnanime, et les partisans insolents respectent cependant la consigne. 48 heures de veille et d'espoir durant la formidable agonie du noble chef qui meurt en luttant comme il avait vécu. La vie et l'agitation politique lui échappaient maintenant, la gloire et l'éternité historique lui appartenaient désormais. La mort de Trotsky par José Marti, par lui, Guillermo Cabrera Infante. Les passages qui sont à la manière d'eux, il explique, enfin c'est dit à la manière de qui ou c'est le lecteur qui est censé non, être assez cultivé? Il met en tête le nom de l'auteur. Ouais. Ouais. Non, quand même. Bah, je sais pas. Non, parce que, enfin, encore José Marti ou Alejandro Carpentier, ça se reconnaît à peu près. Les autres, enfin moi en tout cas, je les aurais pas reconnus. Oui, non, mais c'est ce qui m'inquiète, la question. Alors, le deuxième roman, donc recommandé donc par Juan Francisco Ferré, donc toujours de Guillermo Cabrera Infante, c'est 13 ans plus tard, donc en 1979, donc ça fait maintenant 15 ans d'exil pour lui. Donc la nostalgie de Cuba est devenue beaucoup plus forte, presque écrasante, et le titre donc n'est pas seulement un jeu de mots avec la musique de Ravel, la pavane pour un enfant défunt, c'est la havane pour un infante, moi, défunt, et il y a quelque chose là-dedans qui commence à être un peu tragique. Mais pas seulement, parce que c'est un narrateur donc, qui cette fois est largement autobiographique, alors que ce n'était pas du tout évident dans Trois tristes tigres. Le narrateur démarre le récit en 1941, donc le jour de ses 12 ans, et il l'achèvera au moment de son mariage en 1953. Entre-temps, on a le faux roman d'apprentissage d'un héros qui voudrait absolument être le Don Juan des Caraïbes. C'est un séducteur vorace, vraiment vorace, mais ça ne va pas bien se passer comme il le souhaite. Parce qu'il est sans doute surtout au fond, alors non pas que ce soit incompatible, mais il est sans doute surtout un lecteur et un cinéphile endiablé, beaucoup plus qu'un Don Juan. Et donc c'est ce narrateur qui va nous plonger dans les nuits chaudes et folles de la Havane de ces années-là. Alors, c'est écrit depuis les brumes de Londres, c'est un somptueux hommage à l'énergie ravageuse, aux doutes permanents et aux erreurs qui peuvent plus tard prêter à rire ou sourire, lorsqu'elles n'ont pas été fatales, bien entendu, à la jeunesse et à sa fringale. C'est un hommage aussi, peut-être surtout à Cuba, à son métissage grouillant, insensé, à toute cette chaleureuse approche de la vie. C'est un hommage enfin à nouveau à la langue, dont l'invention foisonnante qu'opère le narrateur sans arrêt, envahit peu à peu le roman de toute cette puissance. Alors c'est toujours dans cette comparaison avec Joyce qui a beaucoup été faite à propos de Cabrera Infante, on pourrait redouter
Mais c'est pas du tout le Finnegan's-Wake qui aurait suivi Ulysse. Hein. C'est plutôt comme une relecture passionnée, paillarde, mais au fond un peu assagie, de la prime jeunesse qui précédait les années des Tristes Tigres. Et je n'ai pas choisi d'extrait, parce que bon, ouais, on a déjà beaucoup de Cobra Infante. Donc moi je vais vous parler de Holy Smoke. J'espère que ça ne vous gênera pas si je ne fume pas. Donc en exergue à ce livre, il y a à mon père qui, à 84 ans, ne fume toujours pas. Donc ça c'est un livre qu'il a publié en 1985 en anglais, donc il était exilé à Londres depuis longtemps. C'est un livre vraiment très très étonnant et assez réjouissant aujourd'hui, puisque à l'heure où on peut se faire engueuler parce qu'on fume dans la rue et où le politiquement correct est quand même assez souvent mal placé, c'est une histoire, un éloge passionné du tabac et évidemment surtout du cigare, et dont la publication aux États-Unis donc en 85 a coïncidé justement avec le début des campagnes anti-tabac. Alors je commence par vous citer une citation de Cabrera Infante. Il dit « Un cigare est comme une passion. D'abord on l'allume, puis il brûle, rouge, violet, violent, virulent. Ensuite il crée des braises et tombe en cendres, une passion consumée. » Alors ça commence donc avec l'histoire. Tout commence avec Christophe Colomb qui arrive à Cuba en 1492. Il veut avant tout découvrir de l'or et au lieu de ça il découvre du tabac. Donc il envoie Rodrigo de Xérès à terre. Et Rodrigo de Xérès tombe sur les premiers hommes qu'il voit qui fument, et donc il va les appeler des hommes cheminés. Là, bon, évidemment, il est très surpris, il va fumer son premier tabac dans un endroit qui s'appelle aujourd'hui Gibara, et qui est justement l'endroit à Cuba où est né Cabrera Infante. Donc on peut dire qu'il était prédestiné à cet amour du cigare. Alors à son retour en Espagne, le malheureux Rodrigo de Xérès, qui a développé une forte addiction au tabac, fume caché dans sa chambre. Et là sa femme le découvre en train de fumer, et elle le voit transformé en homme cheminée, elle pense qu'il a conclu un pacte avec le diable, et donc elle va dénoncer à l'Inquisition, et le malheureux va finir brûlé comme un cigare sur le bûcher. Donc dans ce livre on apprend énormément de choses, alors tout, sous forme d'anecdotes, de digressions qui sont absolument incessantes. Il y a l'histoire et la découverte du tabac donc par les Occidentaux. Il y a tout sur l'objet cigare, la bague, comment on le couper, comment on l'allume, les moments dans la journée pour fumer, les gestes, les marques. Alors il y a évidemment les grands détracteurs du tabac. Donc le premier d'entre eux c'est Christophe Colomb qui lui haïssait le tabac, il était furieux de ne pas avoir découvert d'or, d'avoir découvert du tabac à la place. Et le pire d'entre eux, Hitler apparemment. Bon, il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre. On apprend tout sur les manufactures de tabac, donc il démonte complètement. Ça ne me surprend pas. Il démonte complètement le mythe, en tout cas à Cuba, des mulâtresses qui à moitié nues rouleraient des cigares sur leurs cuisses et qui travailleraient en jupon et torse nu. C'est pas comme dans Carmen. Donc ce qu'on voit dans Carmen, qui visiblement existait en sud de l'Espagne, mais pas du tout à Cuba. Par contre, ce qui est très drôle, c'est les scènes donc, dans les manufactures de tabac, où on lit des œuvres de littérature aux ouvriers qui choisissaient eux-mêmes la littérature. Donc au début, ça se passait bien, jusqu'à ce que plus tard, ça soit remplacé par les œuvres complètes de Fidel Castro. Voilà, il y a beaucoup de faits étonnants. Il parle d'une manufacture de tabac en plein cœur de New York, à Union Square, qui s'appelait Merosa. On parle de toutes les formes de tabac, de cigarettes, de tabac à priser, mais c'est surtout une ode au cigare. Bon, il parle pas mal de littérature, évidemment, il est d'une érudition incroyable, mais c'est surtout une savante chronique des rapports entre le cigare et le cinéma, d'où la couverture avec Groucho Marx. Évidemment, c'est pour le lien entre le cigare et le monde du spectacle, parce que les cigares, on les a toujours associés à Hollywood, et pas seulement à cause d'Orson Welles et John Ford. Et donc il dit, là je fais une citation de Cabrera Infante, « Les cigares sont comme le cinéma, un art qui est une industrie qui fait de l'art. Comme les films, les cigares constituent le matériau dont sont faits les rêves. » Alors une autre chose qui est amusante, donc il cite plus de 200 films, beaucoup de vieux films, toute l'histoire du cinéma américain. Et il dit « Pourquoi tant de films, mon vieux? Parce que ceux qui oublient les œuvres du passé sont condamnés à voir des remakes. » Yes. Donc ça, il y a une première partie comme ça qui est vraiment étonnante, assez réjouissante. Il y a une deuxième partie qui s'appelle « Ta vague littérature », qui est aussi excellente. C'est une anthologie du fumoir par les écrivains, ou ce que les écrivains ont écrit ou pensé sur l'acte de fumer. Donc il y a à la fois des extraits, beaucoup d'extraits, et puis des commentaires qu'il fait sur la littérature,
énormément de littérature classique anglo-saxonne, donc ça va de Dickens, Stevenson, Poe, jusqu'à Hemingway, Dashiell Hammett. Donc il y en a énormément, des auteurs russes, des espagnols, des sud-américains et quelques français. Bon, très clairement, c'est le livre d'un homme qui est totalement obsessionnel sur le cigare, qui est très érudit. C'est un texte qui est très très vivant, dans un style nerveux, dialogué, qui avance toujours par ses digressions, ses associations d'idées. On a l'impression que cet homme connaît absolument chaque scène du cinéma où intervient un cigare, ou alors où il pense qu'aurait pu intervenir un cigare. Ça donne envie de revoir énormément de films ou de les voir. Il y a par le moment quand même quelques déferlements de... pas de haine, mais pas loin quand même, contre Fidel Castro. C'est un texte qui est d'une forme curieuse, plein de calembours, de centaines d'images, d'anecdotes drôles, ironiques, pas du tout fumé, pas du tout fumeux. Mais c'est clairement un texte plutôt pour les passionnés de cigares ou de cinéma. J'en profite, puisque Passage du Nord-Ouest n'est pas là, pour dire quelques mots sur un autre livre qui est cité 3 fois dans Holy Smoke et que j'adore, qui est La conscience de Zeno de Italo Svevo, donc un roman qui a été publié en 1923. Donc l'histoire d'un rentier de Trieste qui se confie, dont son psychanalyste lui a dit qu'il devait faire un journal, et le premier chapitre de ce journal, le premier chapitre du livre, c'est Fumer, et donc où cet homme passe son temps à essayer d'arrêter de fumer, et c'est en même temps en 1923 toute l'histoire de la décadence et de la décadence du XXe siècle et l'annonciatrice de ce qui va se passer avec la Seconde Guerre mondiale. Donc aussi un très beau livre que je vous recommande. Je n'ai pas choisi de vous lire d'extrait, je vous invite à le lire. Pour la petite histoire, Guillermo Cabrera Infante, effectivement, était un véritable passionné de cinéma. C'était sa première profession, un journaliste de cinéma. Et il était aussi scénariste, ce qui est devenu secondaire quand il a pris son ampleur dans la littérature. Mais il a été notamment un scénariste primé. Il a obtenu un Oscar pour le scénario d'un film dont le nom à l'instant m'échappe, mais je crois que c'est Vanishing Point, qui est un des premiers grands films de poursuite automobile dans l'ouest des États-Unis. Un film hallucinant. D'un convoyeur en fait de voitures qui décide de ne plus jamais s'arrêter en fait, et ce scénario était de Cabrera Infante en fait, et voilà.